On va parler d'agriculture, d'environnement. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où la grogne des agriculteurs se fait entendre le vent du bruit, d'un vent de contestation, les agriculteurs estiment que leurs revenus sont insuffisants, qu'il y a trop ou pas assez de normes, ou à tout le moins qu'elles leur semblent inadaptées, que l'Europe n'est pas forcément, disent certains, le bon cadre, que la concurrence étrangère pèse sur leur activité, tout ceci alors que les enjeux environnementaux, avec le pacte vert notamment et la réforme de la PAC, la politique agricole commune, se sont invités dans le champ du débat. Et je vois que mes 3 prochains invités sont arrivés. Bonjour à tous les 3, bienvenue. Je vous laisse vous installer tranquillement. On va vous équiper d'un micro. Eva, dans le chat, tu devrais rester avec nous. Salut John, salut Pignoufou, salut Vulcano, Merci à tous pour vos questions. Elles sont très très nombreuses. Vous êtes très très nombreux aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. Il y aura plein d'autres questions à poser pour le prochain thème qui va nous occuper, celui de l'agriculture. Bonjour. J'attends que vous soyez équipe. Tout le monde a son micro ? Salut à tous les 3, bonjour et bienvenue. À mes côtés, Jérémy De Serle, vous êtes eurodéputé Renew, un groupe qu'on a déjà présenté, qui est situé au centre de l'hémicycle. Le groupe Renew Europe, qui est le 3e plus grand groupe politique au Parlement européen. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci de nous recevoir d'une certaine manière dans le réacteur nucléaire, si je puis dire, de l'Europe en ce moment. À vos côtés, Anne Sander, eurodéputé PPE, le PPE qu'on a déjà présenté. Le PPE qui est le premier groupe majoritaire au Parlement, plutôt situé à droite, une droite assez large, qui va du centre-droit à la droite chrétienne, voire la droite nationaliste. Bonjour madame. Bonjour. Et en face de moi, Benoît Biteau. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes eurodéputé Les Verts, Alliance Européenne. C'est 72 élus, 17 pays. Le groupe Les Verts, Alliance Européenne, qui existe depuis 1999, qui devient pour la mandature 2019-2024 la 4e force du Parlement européen. Vous êtes plutôt orienté à gauche et vous rassemblez des écologistes, des régionalistes en faveur de l'autodétermination des minorités. Bienvenue et merci d'être là avec nous. Bonjour à tous les 3. Chers amis, jeudi, c'est demain jeudi, les eurodéputés vont voter sur une révision ciblée de la PAC, la politique agricole commune, pour réduire la charge administrative et améliorer la flexibilité pour les agriculteurs. Il faudrait quoi pour les agriculteurs pour qu'on leur assure des revenus justes en respectant aussi des normes environnementales élevées? Moi, je veux bien y aller. Vous avez 3 heures. Non, moi, je veux bien y aller. Effectivement, la revendication des agriculteurs... Alors, je vais vous demander, dans vos interventions, peut-être de les condenser peut-être sur 1 minute ou 2. Ouais, mais ça, on va faire ça. Je vous la distribue au fur et à mesure. Il y aura beaucoup de questions dans le chat, je pense. Pardon, Benoît Biteau, allez-y. Non, on va faire ça. Effectivement, la revendication des agriculteurs au début de cette année 2024, c'était une revendication du revenu. Ce qu'on nous propose là, dans la... revisitation de la PAC telle qu'elle a été votée le 23 novembre 2021 pour la mise en vigueur au 1er janvier 2023 ne sont pas des réponses du revenu. Et au contraire, on recule sur des réponses qui pourraient être aussi des réponses du revenu parce que ce qui menace aujourd'hui la productivité de l'agriculture, ce qui menace la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, c'est précisément l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Donc on doit continuer à essayer d'avancer sur ces sujets-là et ce que réclamaient les agriculteurs, et on a un très bon sondage d'Elab qui a été fait auprès des agriculteurs pendant la crise, ce que réclament les agriculteurs, c'est d'être accompagnés. 62% des agriculteurs disent qu'il ne faut pas renoncer à la transition agroécologique. 23% disent que c'est une réelle opportunité. Il n'y en a plus que 15% qui sont un peu réfractaires. Donc, ce qu'on devait imaginer, c'était l'accompagnement de cette transition. Et on n'est pas au rendez-vous de l'histoire sur ces sujets-là. Anne Sanders. Écoutez, vous l'avez dit, les agriculteurs veulent du revenu. Et le revenu est lié à la capacité de production. Donc plus on libérera la capacité de production des agriculteurs, plus on leur permettra aussi d'avoir du revenu. Parce qu'aujourd'hui, le temps qu'ils passent dans leur bureau à faire des papiers, à faire des déclarations, à savoir comment fonctionne l'empilement de normes, eh bien, ce temps-là, ce n'est pas du temps passé sur un tracteur ou à faire autre chose et à produire. Donc, on ne peut pas dire que les deux choses sont décorrélées. Donc, ce que nous avons pris là, c'est un premier wagon de mesures pour leur permettre de tenir compte aussi de ce qui se passe, du climat, du temps, et d'en tenir compte dans leur production.
Et puis évidemment, dans un deuxième temps, il faudra continuer à travailler parce que les mesures que nous prenons aujourd'hui ne vont pas tout résoudre, mais c'est un début de réponse. Et je crois que ce sont des réponses qui étaient très attendues par le monde agricole. D'ailleurs, des propositions qui ne remettent pas en cause un certain nombre d'engagements environnementaux qui, évidemment, continuent à persister. Merci Anne Sander. Jérémy Desernes. Alors, ce que je voudrais redire, c'est qu'effectivement, les agriculteurs ont demandé pendant cette crise d'avoir un peu plus de revenus, et c'était largement justifié, mais ils ont aussi pointé du doigt la complexité administrative, la complexité en termes de normes de ce métier. Et donc, faut redire aussi, et commencer à mon avis par là, nous avons la chance en Europe, et puis encore plus particulièrement en France, d'avoir déjà l'agriculture qui respecte les standards de production les plus élevés au monde. Donc ça veut dire que l'on a déjà des véritables soldats, j'allais dire, du climat, du changement climatique avec les agricultrices et les agriculteurs européens qui respectent des règles les plus élevées au monde. Et donc là, ce qui est proposé avec cette révision ou cette réforme de la PAC, d'une partie de la PAC, c'est donner un peu de souffle et de permettre justement de simplifier quelques mesures qui paraissent un peu incohérentes au vu de la situation. Ça ne nous interdit pas, et j'irai même plus loin, ça nous oblige aussi à faire davantage aussi, quand on reprendra ces sujets-là, de faire encore mieux, d'essayer d'avancer et de continuer d'accompagner les agriculteurs, bien sûr sur les sujets environnementaux, mais aussi sur les sujets de revenus. Là, on a juste demandé et proposé, c'est ce qui sera voté même ce soir, de réviser un petit peu quelques points durs du climat agricole. Je fais une pause au chat, pardonnez-moi, le premier débat a pris plus de temps que prévu. Pardon à tous ceux qui nous regardent, vous posez beaucoup de questions et vous êtes très très nombreux aujourd'hui. Et donc je n'ai qu'un cerveau qui est là pour écouter mes invités et vous lire en même temps. On a Shadok, on a Mathias qui nous dit la dette est aussi importante que la production. On a Syscom qui dit qu'il faut produire encore plus pour produire encore plus de CO2, encore plus de profit et produisons toujours plus. Il y en a ton pseudo est imprononçable. On a Glatrifila, pardon, qui nous dit la PAC était initialement prévue pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, alors qu'aujourd'hui nous avons 120%. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal de vouloir augmenter la capacité de production? Benoît Biteau, Anne Sander? Je peux y aller aussi. Alors moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut de toute façon administrativement parlant soulager les agriculteurs. Là-dessus, Anne, on peut être d'accord. On ne peut qu'avancer sur cette voie-là. Ensuite, effectivement, on n'est plus sur des logiques de sous-production. Aujourd'hui, on a une agriculture qui exporte des denrées agricoles. Ce qu'il faut comprendre, et c'est un principe de vase communicant, c'est que si on mobilise des surfaces pour faire de l'exportation, c'est autant de surfaces qu'on ne mobilise pas pour produire des denrées agricoles qu'on pourrait consommer localement. Et donc, on est aussi importateur. C'est-à-dire qu'on dénonce les importations, mais si on ne veut plus importer, il va falloir redéployer les surfaces agricoles disponibles sur des logiques de production qui sont plus locales et peut-être limiter nos exportations. Donc c'est aussi se resserrer sur ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire et ça me paraît fondamental. Et dans cet esprit-là, et c'est un des objets du vote de la PAC de ce soir, c'est que on participerait à une rotation des cultures plus diversifiée, un assolement plus diversifié, donc une rotation qui est à la base de l'agronomie. Et plus on fait de rotation, plus on fait d'agronomie, plus on recule sur la dépendance aux pesticides, sur la dépendance aux engrais de synthèse, et donc plus on avance aussi vers l'amélioration du revenu. Donc tout ça n'est pas antinomique, bien au contraire. Et donc c'est ça qu'on espérait de cette PAC revisitée. Malheureusement, on recule sur la rotation des cultures, par exemple. Anne Sander. Moi, je crois qu'on a différents types d'agriculture et que ce sont des agricultures qui sont complémentaires et qu'il ne faut pas opposer. Moi, je suis alsacienne. Ici, peut-être pour ceux qui nous regardent, peut-être détailler de quoi on parle. Moi, je suis au bord du Rhin, en Alsace, à côté de l'Allemagne. Et c'est vrai que nous avons ici une culture maraîchère qui s'est beaucoup développée. On est en plein dans la saison des asperges aujourd'hui. Et on a, parce qu'on est aussi dans une région peut-être plus densément peuplée, mais avec beaucoup de villages, mais peut-être de taille plus importante que dans d'autres parties françaises, nous avons chez nous beaucoup de producteurs qui font de la vente directe dans les villages. Et ça fonctionne très bien.
mais ce n'est pas suffisant. Nous avons aussi, à côté de ça, un climat et des terres qui sont favorables à la culture de céréales. Et donc, il ne faut pas opposer les deux. Il faut qu'on puisse avoir différentes formes d'agriculture. Pour revenir sur ce que disait Benoît Biteau, aujourd'hui on importe, bien sûr on importe. Pourquoi est-ce qu'on importe ? On importe parce que pour certaines productions aujourd'hui, c'est devenu trop cher de produire chez nous. Parce que justement les normes sont tellement contraignantes que ça coûte beaucoup plus cher. Nous, jusqu'à il y a quelques années encore, prenez la production d'asperges, on est voisins avec l'Allemagne, ce n'est pas les mêmes niveaux de rémunération, ce n'est pas les mêmes niveaux de charges. Donc évidemment, il y a de la concurrence déloyale. Et là, à force de taper sur l'élevage, eh bien, on voit bien qu'on décapitalise chez nous. Prenez une autre culture, ici il y a beaucoup de betteraves, on a une sucrerie, la sucrerie d'Erstein, eh bien elle est en difficulté parce que les gens renoncent à produire de la betterave, parce que derrière, en cas d'attaque de pucerons par exemple, eh bien il n'y a plus de moyens pour les contrer. Mais les gens ne vont pas manger moins de sucre, les gens ne vont pas manger moins de viande parce qu'il y a moins de viande chez nous, les gens vont se tourner vers des productions qui viennent d'autres parties du monde, beaucoup moins vertueuses, mais qui coûtent moins cher et qui sont disponibles. Donc là aussi, je ne dis pas que, bien sûr qu'il faut des mesures environnementales et on les a toujours défendues, mais il faut garder un pragmatisme et garder les pieds sur terre. Il faut garder les pieds sur terre, Jérémy de Serles. Ça, bien sûr, c'est ce que les agriculteurs ont dit, qu'on avait la tête à l'envers et quand on marche sur la tête, pardon, et donc que justement, on n'a pas toujours les pieds sur terre politiquement. Et donc ça, il faut qu'on remette un peu de sens dans la manière dont on traite l'agriculture et finalement dont on accompagne, dont on considère les agricultrices et les agriculteurs européens. Il faut qu'on fasse preuve de plus de cohérence. La question n'est pas seulement de savoir s'il faut produire plus ou moins. Il faut déjà produire mieux, il faut produire sans doute plus de ce dont on a besoin. Et il faut surtout être cohérent entre les principes ou les réglementations que nous imposons et celles que pour l'instant nous n'imposons pas aux produits qui viennent d'ailleurs. Et ça, les agriculteurs ne l'acceptent plus et c'est largement compréhensible. On ne peut pas imposer des règles à nos agriculteurs et ne pas les faire respecter par les produits qui les concurrencent. Donc ça, on doit travailler là-dessus et on doit travailler collectivement et avec rationalité. Il y a Sakouralina, salut Sakouralina 03 dans le chat qui nous dit: du coup, est-ce qu'on doit baisser nos exigences pour se conformer au reste du monde ? Non. Enfin, je commence, excusez-moi. Non, je ne pense pas qu'on doit baisser nos exigences. On doit juste faire en sorte de montrer et de donner les moyens qu'on va mettre en œuvre, qu'on va rendre disponibles pour les agricultrices et les agriculteurs. Là, on se fixe souvent de nombreux objectifs sur les ambitions environnementales, mais on oublie de donner les moyens au secteur agricole pour atteindre ces objectifs. Et si on ne fait pas ça, en fait, ça va réduire tout seul, quoi. Donc, il n'y aura plus d'agriculteurs et finalement, on ne polluera plus, mais on ne produira plus rien non plus. Donc, il faut vraiment qu'on soit un peu plus exigeant sur les moyens qu'on donne, techniques, financiers et peut-être aussi humains, parce qu'il y a un gros problème démographique aussi en agriculture, au secteur agricole pour s'en sortir et pour atteindre les objectifs. Marie, j'ai vu ta question, je la pose immédiatement après. Benoît Biteau, vous aviez quelque chose à dire, il me semble. À quel sujet ? Ah non, je sais pas, je vous voyais tiquer, mais vous ne tiquez pas, en fait. Non, j'ai approuvé ce que disait Jérémy, c'est-à-dire que... Surveillez vos yeux. En vérité, on ne doit pas tirer vers le bas ce qu'on doit imaginer pour l'agriculture. C'est pas parce que dans des pays on est moins 10 ans que l'Europe doit s'aligner sur le moins 10 ans. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que nous, l'Europe, on doit être le continent exemplaire qui impose aux autres par des solutions comme les mesures miroirs, par exemple, qui feraient que pour que des produits rentrent sur le territoire européen, on exige les mêmes normes, les mêmes réglementations que ce qu'on impose à nos agriculteurs. C'est dans ce sens-là qu'on doit avancer, c'est dans ce sens-là qu'on doit moraliser le marché mondial des denrées alimentaires, et c'est comme ça qu'on arrivera à intégrer dans cette approche globale l'enjeu du climat, l'enjeu de la biodiversité, parce que on peut travailler, nous, à l'échelon européen sur ces enjeux-là, mais si on n'a pas une vision globale à l'échelon planétaire, c'est un petit peu désuet. Et donc,
c'est pas tirer vers le bas, c'est au contraire faire en sorte que nos partenaires s'alignent sur ces réglementations. Gandhi disait, montrer l'exemple n'est pas une façon de convaincre, c'est la seule. Eh bien, l'Europe peut peut-être montrer l'exemple de ce qu'on doit faire si on veut respecter le climat et donc espérer, dans la durée, de la souveraineté alimentaire. Marie nous pose cette question. Pensez-vous que l'innovation soit la clé pour la transition écologique? C'est une partie de sa question. La deuxième partie, c'est êtes-vous pour la décroissance? Anne Sander. Alors, l'innovation, oui. 2 fois oui. Vous n'alliez pas me dire non. Non. Et d'ailleurs, ça permet de faire le lien avec la question de la décroissance. C'est vrai que dans cet hémicycle, un certain nombre On oppose toujours les agriculteurs aux questions environnementales. Mais nous explique qu'il faut produire moins pour régler la question du climat. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, nous les républicains français, mais aussi au sein du PPE, à nous offusquer, à nous opposer clairement contre le texte sur la restauration de la nature. Parce que c'est une idéologie de la décroissance qui guidait les mesures qui étaient prévues dans ce texte. Et là, nous nous y opposons clairement. Nous pensons au contraire qu'il faut produire et nous assumons le fait de devoir produire en agriculture, mais aussi dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'industrie. Mais il faut produire mieux, il faut produire de manière plus vertueuse. Et pour faire ça, effectivement, nous avons besoin d'investir dans la recherche, dans l'innovation et dans de nouvelles technologies. Alors, il y a différentes formes de nouvelles technologies. Chacune peut avoir une utilité. On a beaucoup parlé des nouvelles techniques génomiques qui ne vont pas tout résoudre, mais qui sont un morceau de la solution pour produire mieux. Il ne faut pas non plus l'unanimité. Jérémy De Serme. Non. Bon, sur la question de la décroissance ou de l'innovation, effectivement que c'est un peu lié. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le manque de moyens pour atteindre nos objectifs a été, en tout cas le manque de moyens imaginés pour atteindre nos objectifs a été la chose criante et qui nous a malheureusement pas permis d'avancer sereinement sur les questions agricoles dans ce Parlement. Les textes tels qu'on a eu à les voter dans le Parlement, au moment où on avait à les voter, étaient quand même beaucoup moins graves dans leur orientation vers la décroissance que ce que nous avait proposé la Commission européenne. Et donc on aurait pu, si on avait, je pense, été peut-être un peu plus sérieux politiquement, on aurait pu avancer en même temps sur des politiques de baisse, de réduction de pesticides et puis peut-être avancer sur des règles de restauration de la nature, si on avait aussi été capable de prôner de manière un peu plus vaillante les questions autour des nouvelles techniques génomiques ou d'autres innovations qui permettent aussi aux agriculteurs d'avancer vers la transition environnementale. Et donc, encore une fois, on a polarisé les débats. Certains ont dit on n'avance pas sur ces questions-là. D'autres ont dit il n'y a que par l'avancement sur les sujets environnementaux qu'on y arrivera. On n'a pas trouvé le juste milieu et finalement, on n'a servi ni la cause environnementale ni la cause agricole. Mais il faudra qu'on se reprenne au sérieux sur ces sujets-là et qu'on traite les questions un peu plus rationnellement. Alors moi je pense que l'innovation c'est incontestable, c'est incontournable. C'est juste qu'il faut vérifier que les innovations sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on avance, soient au service de l'intérêt commun. Et c'est un point d'opposition avec mes deux collègues sur les NGT, donc les New Genetic Technology ou les New Breeding Technology. Il faut vous expliquer un petit peu ce que c'est à nos spectateurs. Alors c'est des nouvelles méthodes pour mettre au point de l'offre variétale pour l'agriculture. Et donc, nous, on considère que ce n'est pas une avancée intéressante pour les agriculteurs. D'abord parce que le rendu de la Cour de justice européenne du 25 juillet 2018 nous dit que ce sont des OGM. Et donc, moi, je suis très respectueux de ce que raconte la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, on a une réglementation sur les OGM en vigueur depuis 2001. Et donc, on avait l'encadrement nécessaire pour ces New Genetic Technology ou New Breeding Technology. Mais surtout, et je reviens sur l'innovation qui sert l'intérêt commun, c'est qu'avec ce texte et cette réforme de la réglementation sur les OGM, on est en train de livrer
le monopole semencier à 3 grands groupes semenciers qui s'appellent Bayer, Corteva et Limagrain. Et donc on est en train de créer une dépendance pour les agriculteurs sur le poste semence à 3 grands groupes semenciers. Alors qu'en vérité, et c'est là où l'innovation doit nous aider, on a des solutions qui s'appuient sur la capacité qu'ont les paysans à eux-mêmes mettre en place des ressources génétiques qu'on appelle des écotypes, qui sont extrêmement différents, mais qui ont le mérite d'être adaptés aux conditions de milieu sur lesquelles chaque agriculteur évolue, qu'il soit pédologique, le sol ou le climat. Et donc, on a une adaptation au dérèglement climatique, on a une adaptation potentiellement aux ravageurs qui peuvent intervenir sur ces espaces-là. Et c'est les paysans eux-mêmes qui peuvent les mettre au point et qui retrouvent leur autonomie et qui se départissent de cette mainmise sur la ressource semencière que propose cette réglementation. Donc forcément, je ne suis pas d'accord. Je suis ancien chercheur, je suis scientifique, je ne suis pas contre l'innovation, je ne suis pas contre la science, mais je tiens à ce que la science serve l'intérêt commun et non pas l'intérêt de quelques grands groupes, de 2 ou 3 grands groupes semenciers, si on parle des NGT par exemple. Anne Sander, en 1 minute, et après j'ai une question plus large. Je vous en prie. Non, mais là-dessus, moi, je crois profondément en l'innovation. Je crois aussi à la sécurité sanitaire, à la traçabilité. Voilà pourquoi aussi, sur les textes sur les semences, eh bien, nous avons, dans notre vote, voulu encadrer, bien continuer à encadrer le fonctionnement du marché des semences. D'autant plus qu'en France, eh bien, nous sommes un des premiers producteurs européens, mondiaux de semences avec des productions très qualitatives. Et c'est dans ce sens-là aussi que c'est un secteur que nous devons évidemment conserver et protéger. Dans le chat, il y avait une question, c'est à l'heure du dérèglement climatique et des nouveaux enjeux environnementaux. Est-ce que l'Union européenne n'a pas un peu bradé le climat et l'environnement au nom de la paix avec les agriculteurs ? Est-ce qu'on peut concilier des revenus décents pour les agriculteurs qui ont exprimé leur souffrance avec des objectifs ambitieux à l'heure où la planète se réchauffe et où la pollution guette nos environnements ? Jérémy Dessarme. C'est dommage ces questions-là. L'Europe est le continent où on fait le plus pour l'environnement. On a la chance de vivre dans un continent qui justement met les ambitions climatiques au premier rang des priorités. Et donc, c'est dommage de se poser encore ces questions-là. Par contre, est-ce qu'on peut combiner les deux et accompagner les agriculteurs et lutter contre le changement climatique ? Je pense que oui, bien évidemment, on le peut. C'est ce que les agriculteurs font déjà au quotidien. Si on a avancé, si on a progressé autant, c'est parce que le monde agricole était en capacité de répondre. Là, il a dit stop, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et qu'on ne peut plus faire si on n'a plus de revenus. Donc, il faut pas forcément faire une pause, mais il faut en tout cas nous donner plus de moyens. Et donc, en donnant plus de moyens, si l'Europe est cohérente sur la question du commerce international, sur la question de la protection aussi des agriculteurs, parce que c'est vrai qu'en Europe, on a voulu libéraliser l'agriculture sans se donner de filet de sécurité. Donc c'est important aussi qu'on reprenne en main le marché agricole et qu'on fasse en sorte de travailler plus, de gérer plus et de mettre un peu plus les mains dans le fonctionnement et les règles de commercialisation pour que l'agriculteur soit un peu mieux récompensé. Mais ça doit se faire en même temps que les objectifs climatiques. Et il faut arrêter de penser que l'Europe ne fait pas le job en matière de climat. C'est nous qui faisons le plus. Anne Sander. Et puis, il faut quand même que les personnes qui nous Derrière suivent... cette question, je crois qu'il y a... Est-ce qu'on produit assez de normes ? Est-ce que notre niveau de normes est assez élevé ? Et est-ce qu'on n'a pas un peu freiné cette production normative ? Parce qu'il y a eu, partout en Europe, et notamment en France, la grogne des agriculteurs. Je crois que cette question, c'est ça. En fait. Et ça n'est pas opposé d'ailleurs les uns contre ces objectifs. De manière générale, on croule sous les normes. Prenez n'importe quel artisan, prenez n'importe quel maire de commune, de petite commune qui a un projet. On croule sous les normes aujourd'hui. Et il ne faudrait surtout pas que les gens pensent qu'à travers les assouplissements que nous apportons à la PAC, qu'on remet toute la PAC à plat. C'est pas le cas. Il reste de très nombreuses normes. On a reculé sur quoi ?
on recule sur les jachères et sur la rotation. Mais on parlera remet Benoît pas... Bitton. Et sur les prairies naturelles. Et on ne remet pas toute la PAC à plat. Donc il reste, je peux vous dire, suffisamment de normes pour occuper encore beaucoup de gens. Les normes, ça coûte chaque année des milliards aux gens qui produisent. J'ai un chiffre en tête, alors je ne sais pas si c'est juste, 100 milliards en France, enfin, c'est énorme, quoi. Et 80% pour le secteur privé des entreprises et le monde agricole. Donc ça, c'est quand même très, très important. Donc là, on apporte de la souplesse, mais même sur les prairies aussi, enfin, il faut laisser de la souplesse pour tenir compte aussi des réalités climatiques et il faut rester cohérent. Et je crois qu'un des plus gros défauts des règles que nous avons aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau national d'ailleurs, c'est ce manque de cohérence. On a des règles qui parfois sont des aberrations. Nous n'avons pas les mêmes règles partout en Europe. Voilà. Là où il faudrait des règles différenciées en fonction des territoires, on ne les a pas. Et là où on aurait besoin de règles identiques pour éviter la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne ou vis-à-vis du reste du monde, on ne les a pas non plus. Donc je crois que ça, c'est sans doute une de nos missions dans un prochain mandat. Eh bien, ce sera vraiment de remettre de la cohérence, remettre les choses à l'endroit et changer de logiciel. Alors, il y a Nawal dans le chat qui vous demande, et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'y répondre, hein, on est libre ici sur ce plateau, il dit il faudrait quand même donner des exemples sur les normes, c'est très facile de dire qu'il y en a trop. C'est ce que je voulais faire, ça tombe Alors, bien. Benoît Bitton, allez-y, sauvez Anne Sander de cette question très embarrassante. Non, mais c'est pas embarrassant. Qui n'est pas embarrassant. C'est pas embarrassant. Sinon, je vous l'aurais pas posé. Mais effectivement, je reviens quand même sur le débat juste avant. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui menace aujourd'hui les agriculteurs, ce qui menace la souveraineté alimentaire, et donc ce qui menace leurs revenus, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique. Et l'effondrement de la biodiversité, tu parlais des pucerons tout à l'heure, Anne, avec la jaunisse nanisante. Si on avait préservé la biodiversité avec des prédateurs des pucerons, on aurait beaucoup moins besoin d'insecticides pour détruire les pucerons. Donc on voit bien que la biodiversité n'est pas l'ennemi de l'agriculture. Bien au contraire, elle pourrait nous aider, y compris sur des enjeux comme le puceron. Et plutôt que de travailler là-dessus, on demande des régimes dérogatoires pour encore utiliser des néonicotinoïdes qui vont nous enliser encore plus dans l'effondrement de la biodiversité favorable à l'agriculture. Après, sur les normes, précisément, c'est parce qu'on a des normes qu'on a aussi des produits emblématiques de l'Union européenne. Si on n'avait pas des normes, on ne serait pas le seul pays où on peut trouver du cognac, on ne serait pas le seul pays où on peut trouver du champagne, on ne serait pas le seul pays où on peut trouver du camembert. Des exemples, j'en ai plein. Et c'est grâce à ces normes-là que l'Europe se distingue, que l'agriculture française est intégrée à des approches agronomiques, que le réflexe, c'est les produits de qualité. Donc ces normes-là sont aussi un atout. Et donc c'est ça qu'il faut justement essayer de mettre en évidence, plutôt que de vouloir taper sur les normes à bras raccourcis, parce que ça peut nous revenir en boomerang. C'est-à-dire que si demain on n'a plus ces différenciations, eh bien potentiellement, ce qui fait la noblesse, la richesse de notre agriculture en Europe risque de s'effondrer. Et puis, on a des ressources vitales. Et on est attendu par la société civile là-dessus. Et on a vu pendant le mouvement des agriculteurs que la société était en solidarité du mouvement des agriculteurs. Mais il faudra que les agriculteurs donnent le change. Il faudra que les agriculteurs donnent des gages. Et sur des ressources vitales, comme la qualité de l'air, comme la qualité de l'eau, il faudra aussi que nous travaillions. Et l'Europe est là justement pour essayer d'encadrer tout ça et de le faire à l'échelon du continent. Parce que quand on parle de l'eau, elle circule quelles que soient les frontières. Quand on parle de l'air, elle circule quelles que soient les frontières. Et donc on doit approcher ces enjeux-là et donc les normer à l'échelon européen si on veut être efficace. Et c'est ça les politiques publiques. Sur les gages, Jérémy Dessert. Déjà, sur les normes, bien sûr ça que vous a les fait normes... sursauter. Non, mais bien sûr que les normes qu'a évoquées Benoît Bitton ne sont pas celles que les agriculteurs dénoncent. C'est plutôt les normes, justement, dont a parlé Anne Sander, les normes qui sont des fois incohérentes sur les questions, justement, prairies, retournement de prairies ou jachères ou tout ça. On peut considérer que certaines situations paraissent un peu aberrantes au vu du climat géopolitique ou tout ça. Donc ça agace les agriculteurs. Et moi, contrairement à Benoît Bitton, les agriculteurs n'ont plus aujourd'hui
à donner justement des gages à la population. Les agriculteurs n'ont pas à justifier tout le travail qu'ils font. On a, je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture qui respecte les règles déjà les plus élevées au monde. Donc c'est pas aux agriculteurs de redonner encore des gages. Je suis désolé, à un moment donné, la société nous a demandé de produire de telle ou telle manière. Les politiques ont décidé les normes qui devaient se mettre en place. Les agriculteurs aujourd'hui les respectent. Ils se plaignent, il n'y a pas eu un barrage où il n'y a pas eu justement des demandes assez fermes sur la réduction des normes. Ce n'est pas effectivement les normes que tu as évoquées qui pénalisent les agriculteurs, c'est d'autres normes. Et donc je crois qu'il faut plutôt que la population et que les citoyens continuent d'accompagner et puis de soutenir l'agriculture, par des actes aussi, par des actes d'achat. Bien sûr, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes d'inflation, mais malgré tout, dans le budget de les ménages, l'alimentation n'est plus prioritaire du tout, et ça pourrait le redevenir si les consommateurs, et si on donnait les moyens aux consommateurs de remettre un peu plus de crédit justement à l'alimentation et à l'agriculture. Et donc, ce n'est pas aux agriculteurs de faire plus d'efforts qu'il n'en faut. Moi, je viens d'une région, je viens d'une région quand même, quand je parlais des gages, hein, Jérémy, en toute amitié, mais moi, je viens d'une région sur la plaine d'Aunis, près de La Rochelle, où on a un cluster de cancer pédiatrique, où les enfants sont 7 fois plus malades que partout ailleurs. On verra ça dans un excellent documentaire de Jean-François Corti qu'on vous présentera demain. C'est pas la faute des agriculteurs. Les épidémiologistes de l'INSERM sont très clairs. C'est les pesticides qu'on trouve dans l'eau qu'on boit et dans l'air qu'on respire qu'on trouve l'origine de ce cluster de mais cancer pour pédiatrique. revenir sur les gages, des gages, ils en ont donné des agriculteurs. Qui est-ce qui a nourri la population pendant toute la période du Covid, où on manquait de tout? Eh bien, le monde agricole était au rendez-vous. Avec la guerre en Ukraine, avec les charges qui ont explosé, les difficultés de production, eh bien, ils étaient là. Et là encore, c'est une période qui est compliquée en termes climatiques notamment. Moi, j'ai rencontré les producteurs d'asperges hier soir qui m'expliquaient qu'ils passaient les nuits à l'extérieur pour essayer de sauver leur production. Production d'asperges, mais aussi production de fruits et de légumes, parce qu'avec le gel, eh bien, toutes les productions risquent de mourir. Donc, c'est des gens qui sont jour et nuit sur le terrain, eh bien, pour tout faire pour nous nourrir. Donc, je crois que des gages, là-dessus, il y en a suffisamment et ils n'ont pas de gages supplémentaires à donner. Ils ont rempli leur mission. La mission, c'est de nous nourrir. Benoît Biteau, allez-y. Mais non, mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais moi, je pense qu'il y a un angle mort quand même dans le débat. C'est la dimension de l'argent public. C'est-à-dire que la PAC, c'est quand même le premier budget de l'Union européenne. C'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Et donc, ça convoque quand même, au-delà du fait que c'est une politique qui est dédiée aux agriculteurs et qui doit servir les agriculteurs, ça convoque un débat de société. C'est-à-dire que si on a une enveloppe publique aussi importante à mettre sur la table, c'est parce que la société civile participe à alimenter cette enveloppe. Et donc, à partir de là, moi, je pense qu'on ne peut plus continuer d'avancer dans un débat agricolo-agricole où on réfléchit la politique agricole commune uniquement avec le monde agricole. Il faut qu'on élargisse à un vrai débat de société et qu'on entende les attentes sociétales. Et quand je dis ça, je ne parle ni de décroissance, je ne parle pas non plus de réduction de la production, je parle juste de l'orientation d'une politique publique qui doit être réfléchie avec le reste de la société de manière à ce que l'argent public oriente des pratiques agricoles qui soient conformes à ces attentes et qui sont des sujets où on a rendez-vous avec l'histoire, je le répète, sur le climat, la biodiversité et la santé. On a rendez-vous avec l'histoire, on doit utiliser l'argent public pour avancer encore plus vers ces questions-là. Alors, j'ai Shadok dans le chat. Shadok, je te lis et je vous lis, chers amis du chat. Vous êtes très, très nombreux aujourd'hui et vous avez toutes des excellentes questions. Shadok qui nous dit, le journaliste qui renforce le complotisme dans le chat, et tu renvoies au cancer qu'évoquait Benoît Biteau. On va parler justement de ce sujet très précis des cancers pédiatriques, il me semble, Benoît Biteau, dans un documentaire qu'on vous présentera demain, dans notre stream de demain soir, de 18h à 20h. Donc non, je n'évacue pas du tout le débat, on va en parler pendant une demi-heure demain. Je vous propose de nous déplacer un petit peu. L'année 2023 était celle des records de chaleur, de sécheresse, d'inondations en Europe. Les risques climatiques doivent être mieux pris en compte en Europe, selon l'Observatoire Copernicus, dans son bilan de l'année 2023, qui estime les pertes liées aux événements climatiques à plus de 13 milliards d'euros. La chaleur, les inondations, la sécheresse, des incendies qui ont fait plus de 140 victimes l'an dernier. Est-ce que l'Europe en fait assez ?
Je sais pas Ça qui fait c'est rire qui Benoît commence. Biteau, en tout cas. Mais Jérémy Dessart. C'est pas drôle du tout comme sujet. Pourtant. elle en fera jamais assez. Elle en fera jamais assez parce que. Je ne parle veux plus dire, des agriculteurs. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait des moyens, surréalistes et peut-être pas surdimensionnés, mais en tout cas vraiment importants pour combler tout ça. Par contre, elle fait ce qu'elle peut, et elle fait aussi ce que les politiques décident de faire. Donc il y a peut-être des évolutions à apporter, parce qu'effectivement que les rendez-vous malheureusement impactant négativement se répètent, et donc il y a des choses nouvelles d'ailleurs à faire, et ça passera aussi bien sûr par les pratiques des agriculteurs qui doivent aussi continuer d'évoluer. Mais voilà, l'Europe, je pense, fait beaucoup. Est-ce qu'elle fait assez? Non, mais est-ce qu'on doit lui reprocher automatiquement? Je ne suis pas sûr non plus. Anne Sander, puis Benoît Biteau. Alors, évidemment, le changement climatique, c'est aujourd'hui une réalité. Et c'est un phénomène qui est mondial. Et personne ne peut contester cette réalité. Et nous avons chacun une responsabilité et devons prendre cette responsabilité pour tout faire pour lutter contre. Mais on ne peut pas mettre l'ensemble du poids sur le monde agricole. C'est une responsabilité qui est partagée. Alors, on a beaucoup parlé de ce que pouvait faire le monde agricole. Vous disiez, on va élargir le débat. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse plus collectivement. Il faut, je pense aussi, qu'on réfléchisse à mettre en place des systèmes assurantiels, des systèmes avec plus de protection, et puis des systèmes aussi de prévention. Je prends par exemple la question des forêts qui nous a beaucoup occupés, notamment, je suis désolée de revenir à ce texte sur la restauration de la nature, qui prévoyait notamment de garder du bois mort au sol et sur pied. Moi, je suis en contact de manière assez régulière avec les pompiers qui vous expliquent que c'est désastreux dans certains territoires de garder du bois mort au sol et sur pied parce que c'est un vecteur qu'on n'arrive pas à contrôler en cas d'incendie. Donc, vous voyez, on peut aussi faire des choses pour essayer de limiter un certain nombre de catastrophes. Donc, il faut avoir une vision plus globale et pas uniquement une vision ciblée sur certaines mesures ou sur certaines professions, les agriculteurs en l'occurrence. Benoît Biteau, en 30 secondes, après j'ai une question très très précise de Marie 34 dans le chat qui revient régulièrement. Je vais finir par la poser, ta question Marie. Okay. Benoît Biteau, pardon. Non mais le sujet agriculture-climat, il est évidemment intimement lié. L'agriculture est une activité qui peut participer au dérèglement climatique, mais ça peut aussi être la solution. Et je reviens donc sur l'angle mort de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la solution, et ça peut être la solution a fortiori si on y met les moyens d'argent public. Et donc on doit orienter la PAC vers cette orientation-là, mais on doit aussi utiliser des politiques publiques extrêmement coûteuses, extrêmement importantes, qui aujourd'hui sont tournées vers des logiques de réparation, alors que si on les redéploie, si on les rattrape et qu'on les engage sur des logiques d'anticipation, de prévention, on offre une rémunération importante aux agriculteurs. Et donc, parce qu'on parlait du revenu tout à l'heure, eh bien, la PAC, les politiques publiques, c'est aussi un ingrédient du revenu des agriculteurs. Eh bien, orientons-le vers la rémunération pour services rendus, de manière à ce que les agriculteurs soient impliqués et soient accompagnés dans la solution agricole pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, en vérité, la route est droite, c'est juste la pente qui est un peu raide. Et elle est raide parce qu'on n'a pas l'audace d'orienter les politiques publiques dans le bon sens. Anne Sander, puis la question de Marie. En très très court, Anne, s'il vous plaît. Non, mais elles le sont parce que la PAC, elle est quand même vraiment orientée sur l'environnement. Je vous rappelle qu'on a des bonnes conditions environnementales à respecter. On ne peut pas dire qu'il n'y ait rien dans la PAC. Et on a eu des mois et des mois de discussion là-dessus. Et la réalité aujourd'hui, dans la PAC, c'est qu'on a essayé de mettre en place cette double performance et environnementale et économique, mais les deux sont liés, on ne peut pas les scinder. C'est un débat qui est éminemment politique, c'est aussi votre métier. On sort cependant un petit peu du cadre de notre format qui était davantage explicatif, mais c'est normal, nous sommes en plénière et vous êtes eurodéputé. Marie vous pose cette question, vous savez y répondre ou pas, vous prenez cette proposition ou pas. En tout cas, demande-t-elle, trouvez-vous que la mise en place d'un service de jeunesse européen pour la lutte contre les changements climatiques, qui consisterait à créer des camps réalisant des actions pour l'environnement et réunissant des jeunes de toute l'Europe, serait pertinent? Bon, c'est une proposition de Marie. Pourquoi ne pas créer des chèques pour les ménages les plus pauvres, qui pourraient servir uniquement pour le bio?
Et que faites-vous personnellement pour le climat? Si vous n'avez pas envie de répondre à l'une ou l'autre de ces questions, vous avez le droit, chacun peut-être en 30 secondes, s'il vous plaît. Jérémy de Serres. Qu'est-ce que je fais pour le climat? Je vais répondre par la dernière question. Je suis agriculteur, j'élève des animaux sur des parcelles qui captent du carbone, donc j'ai l'impression de faire au moins autant que beaucoup dans ce monde. Donc voilà. Et après, moi, je suis contre aucune initiative qui pourrait faire en sorte que les jeunes s'engagent pour telle ou telle cause. Encore une fois, il faut que ces causes-là soient aussi amenées de manière pragmatique, de manière rationnelle, qui comprennent aussi parce qu'on parle quand même d'agriculture, ce que les agricultrices et les agriculteurs font déjà, plutôt que trop souvent être montrés du doigt dans ce genre d'action des fois pour le climat. Il faut aussi reconnaître ce que les agriculteurs font. Je ne sais plus la deuxième question, qu'est-ce que c'était? Vous avez répondu à la question qui vous plaisait, Jérémy de Serres. Voilà. Anne Sander, parce que je vois que l'heure tourne. Deux Pardonnez-moi. questions. D'abord, ce que je fais à titre personnel pour le climat, évidemment, à travers les mesures qu'on prend ici, on a quand même voté, même si on revoit la PAC, on a quand même voté de nombreuses mesures qui s'inscrivent dans le cadre du pacte vert. Et puis, à titre personnel, voilà, chez moi, à titre familial, je peux vous expliquer aussi que je trie mes déchets, que j'ai dans mon jardin un petit réservoir de biodiversité avec toutes les espèces d'oiseaux. Enfin, voilà, il faut s'interroger aussi à titre personnel. Sur la question que vous avez posée sur les jeunes et sur l'engagement des jeunes, nous avons déjà au niveau européen une forme de volontariat européen qui permet à des jeunes de s'engager et d'intervenir en prévention ou en réparation sur des accidents climatiques. Donc ce corps de volontaires existe. Merci Anne Sander. Benoît Biteau. Alors moi, c'est un peu la même... S'il n'y a aucune des questions qui vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. J'en ai deux au moins. Moi, je suis paysan bio aussi, donc, et j'ai fait faire d'ailleurs sur ma ferme le bilan carbone. Et même si je suis éleveur, le bilan carbone de ma ferme est négatif. C'est-à-dire que je séquestre plus de gaz à effet de serre que je n'en émets. Donc je fais partie de ces acteurs économiques qui ont fait le choix de non pas alimenter le dérèglement climatique, mais de l'attaquer frontalement par la façon dont je conduis mes activités agricoles. Donc je suis parfaitement à l'aise avec ça. C'est mon engagement bien entendu. Sur la sécurité sociale alimentaire, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un chèque alimentaire, bien sûr qu'il faut travailler sur ce sujet-là, à l'instar de ce qu'on a fait au moment de la sécurité sociale. L'alimentation, c'est un besoin primaire. Et donc, dans quel monde vivons-nous si demain, au motif qu'on a des revenus plus modestes, on doit se tourner vers des produits qui accélèrent le dérèglement climatique, qui accélèrent l'effondrement de la biodiversité ou qui menacent notre santé? Et donc, ce qu'on doit faire, c'est rendre accessible l'alimentation de qualité qui, justement, participe à l'atténuation du changement climatique, à l'atténuation de l'effondrement de la biodiversité et au respect de notre santé. Et pour ça, il faut qu'on imagine de la solidarité pour que les revenus les plus modestes puissent avoir accès aussi à ces produits-là. 15h25, passé de 32 secondes. Merci Benoît Biteau, merci Jérémy de Serres, merci Anne Sander. Merci pour vos lumières passionnantes, vos lumières qui ont clivé dans le chat. Il y avait plein de questions que je ne vous ai pas posées. Vous n'avez pas convaincu tout le monde, mais vous avez apporté quelques pierres, je pense, à la réflexion. Je vous chasse Manu Militari in extenso parce que je vois que l'heure tourne et qu'il semble que nos trois derniers invités patientent déjà depuis 6 bonnes minutes. Et je vous prie de m'en excuser. Nos invités qui sont aussi nos hôtes aujourd'hui et qui arrivent et qu'on va équiper d'un micro-cravate.